Vraiment, le roman m'est venu comme ça. C'était à l'aéroport de Moscou en février 2008. Il faut savoir que j'ai beaucoup fréquenté les aéroports dans ma vie et l'une de mes malédictions est que j'ai toujours bipé au portail de sécurité. Bon, généralement, c'est pas trop grave, la fouille n'est pas si grave que ça, sauf à l'aéroport de Moscou où j'ai bipé comme d'habitude et où j'ai eu droit à la fouille moscovite, fouille extrêmement musclée. On me prenait vraiment pour une dangereuse terroriste. Et quand ils ont fini par s'apercevoir que je n'avais pas une charge de plastique sur moi, ils m'ont relâché et je me souviens que j'étais très énervée. Et à ce moment-là, j'ai pensé, eh bien, il mériterait que je le fasse vraiment sauter cet avion. Et à ce moment-là, tout à coup, j'ai pensé, oh, mais au fait, comment ferais-je ? J'ai déjà passé la sécurité, mes bagages sont déjà enregistrés. À ce stade-ci, y aurait-il encore moyen que je fasse sauter l'avion ? J'ai trouvé le moyen, je ne le révèle pas, lisez le livre. Et à ce moment-là, je me suis dit, accessoirement, pourquoi est-ce qu'un personnage ferait se sauter cet avion ? Vous savez, il y a un proverbe de Blaise Pascal qui dit « Qui veut faire l'ange fait la bête ». Je pense que Zoïl, à la base, c'est quelqu'un qui veut être mieux que les autres. Hein, en effet, il fait du social, il est bon, il veut tomber amoureux noblement, il voit que le cas est désespéré, je pense qu'il se doute qu'il devrait abandonner l'affaire, mais non, il s'obstine, il se dit qu'il va trouver un moyen que ça se passe bien quand même, jusqu'au moment où il comprend que vraiment on s'est fichu de lui. En tout cas, il considère les choses comme ça. Et à ce moment-là, il devient exactement l'inverse. Il devient un monstre. Et je pense que c'est extrêmement possible, et j'ai l'impression d'avoir rencontré des cas, particulièrement chez des gens qui avaient des exigences de bonté et des idéaux de pureté plus grands que les autres. Quand j'ai acheté mon premier appartement parisien, c'était fin 97. C'était un appartement dans lequel il n'y avait aucune solution de chauffage, et c'était en décembre, donc c'était épouvantable dans cet appartement. Et à l'époque, à l'intérieur de cet appartement, je portais toujours des parkas, des pantalons accumulés les uns sur les autres. Et comme j'avais beaucoup de frais, j'avais une colocataire. Et à l'époque, EDF faisait vraiment du social, envoyait réellement de tels employés chez les nouveaux arrivants pour voir dans quelle situation de détresse ils se trouvaient, s'il ne fallait pas les aider et tout. Et le bonhomme d'EDF arrive et sur son registre, il était écrit « Anne Tombe, écrivain ». Et moi, j'étais là avec ma cagoule, ma parka, tout ça à l'intérieur de chez moi. Le type entre, il voit une espèce d'anormale avec une cagoule. Et puis, il voit une jeune femme tout à fait normale et charmante. Tout de suite, il se dit, bon, c'est elle l'écrivain. Et tout de suite, il s'adresse à la normale. Et il dit, ah non, excusez-moi, c'est elle l'écrivain. Et je voyais qu'il est venu s'adresser à moi en me disant, c'est pas possible, ça peut pas être ce truc-là, l'écrivain. Et puis, à la base, la situation m'a été inspirée comme ça. Sauf que nous en sommes restés là. Voilà. Il n'est pas tombé amoureux de votre colocataire ? Non, et à ma connaissance, il travaille toujours chez EDF et je ne pense pas qu'il soit encore dans le détournement d'avion. C'est venu comme ça et de ma part, ce n'était pas du tout un acte d'irrespect vis-à-vis des victimes du 11 septembre ni rien. Simplement, je vis dans le même monde que tout le monde, c'est-à-dire le monde post-11 septembre et je suis aussi traumatisée que tout le monde. Je pense que plus personne n'a pris un avion depuis sans y penser. Donc oui, bien sûr, c'est en moi et il fallait que ça s'exprime un jour ou l'autre. Ça a pris cette expression-là. Mais je ne pense pas que ce soit un acte d'irrespect parce qu'à aucun moment je ne présente ce personnage comme magnifique, comme merveilleux et son intention comme très recommandable. Je pense aussi que j'avais un petit peu besoin de dire mon point de vue là-dessus, sur le terrorisme en général. À un moment, le personnage s'exprime en disant qu'il ne croit pas un instant aux intentions idéologiques et religieuses des terroristes. Je le rejoins totalement sur ce point. Je ne crois pas un instant aux intentions politiques et religieuses des terroristes. Pour moi, derrière tout acte terroriste, je parle d'actes de destruction et d'homicide, il y a la frustration. Il n'y a pas autre chose que la frustration. Et cette frustration prend des déguisements idéologiques qui ne sont pas crédibles. Le personnage vit clairement une catastrophe amoureuse, un désastre amoureux, mais il ne peut pas considérer ça comme un échec. Et là, je trouve qu'il est lucide parce que des désastres amoureux, nous en avons tous vécu. Et cependant, on a beau dire qu'on est dégoûté de l'amour, c'est pas vrai. Hein, chaque fois qu'une nouvelle occasion surgit, on se précipite, voilà, et on est prêt à vivre 1000 nouvelles catastrophes. Ça prouve bien que c'est pas un échec. Ça ne serait un échec qu'à la seule condition que vraiment on le regretterait, que vraiment, si on pouvait réécrire l'histoire, on ferait que cette histoire n'ait pas eu lieu.
Or, si on est vraiment honnête, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas vouloir que ça n'ait pas eu lieu, quelles qu'aient été les funestes conséquences. Le trip légal que nous avons, j'espère, tous vécu, c'est le commencement amoureux. À ce moment-là, inutile de prendre aucune substance, on y est déjà. Mais bon, comme malheureusement cet état n'est pas permanent, ou du moins dit très difficile à faire durer, je ne vais pas recommander d'autres procédés, mais disons qu'il y a des voyages immobiles qui sont certainement très intéressants. J'ai toujours des aliments pourris. Alors, la question, je la répète juste pour les gens qui sont à l'extérieur, c'est est-ce que vous mangez toujours des aliments pourris ? Je vais prendre une réponse extrême uniquement quand ce sont des champignons hallucinogènes, bien sûr. Enfin, vous êtes bien amusé en écrivant ce récit. Et puis, il y a peut-être, on peut se dire, mais est-ce que justement l'auteur n'était pas sous l'emprise de cette substance pour écrire des choses pareilles ? Alors là, je peux répondre très clairement à votre question. C'est impossible. On ne peut même pas tenir un stylo dans cet état. D'autre part, bon, d'abord, la mémoire existe, première chose. Deuxième chose, il y a un conditionnement de l'écriture par lequel on peut se triper soi-même. Je veux dire, on peut, rien que par le conditionnement de l'écriture, réellement retrouver cet état. Pas tout le temps. Mais là, j'avais décidé, bon, là, je vais écrire le trip, donc décide que tu es tripé. Et autosuggestion puissante, on peut le retrouver, cet état. Je ne dis pas que c'est facile, mais il y a moyen. En même temps, on ne peut quand même pas tout à fait m'accuser d'en faire l'apologie, parce que, vous voyez les conséquences, c'est quand même à cause de ce trip raté qu'il va décider de détourner un avion. Donc, comme apologie des psychédéliques, c'est peut-être pas tout à fait ça. Mais bon, on peut considérer ça comme un reportage. C'est très drôle parce que mes parents, qui sont de très braves gens et qui ont lu le livre, ne savaient même pas que ça existait, des champignons hallucinogènes. Ils m'ont dit, j'ai dit, vous savez, vous m'avez appris à manger des légumes, donc ils y ont vu de la diététique. Là aussi, donc la dame demande comment je fais pour régresser jusqu'au souvenir de la toute petite enfance, comme par exemple dans Métaphysique des tubes. Je parlais tout à l'heure de l'autosuggestion du trip. C'est un peu la même chose. La toute petite enfance, quel trip! C'est le plus grand trip qu'on ait jamais vécu. En plus, c'est un trip qui dure très longtemps. Et comme tout trip, ça peut se retrouver, on peut se reconditionner, on peut rebasculer. Bien évidemment, ça ne se fait pas tout seul. C'est aussi pour ça que, mon médium à moi, bien plus que toute substance, c'est ça. Rien ne remplace le moment où on est avec son stylo devant son papier. Si on descend assez loin dans son sous-marin intérieur, à ce moment-là, on peut tout retrouver. Surtout si on ne sait pas documenter. Enfin, dans mon cas, j'insiste non seulement sur la non-nécessité, mais même sur la nocivité de la documentation. La documentation nuit. Donc c'est le contraire de Flaubert. Il ne faut surtout pas aller poser des questions aux gens. Il faut tout retrouver par soi-même de l'intérieur. Alors, l'éditeur, lui, ne s'en est pas plaint. Sans doute pensait-il que ce serait, s'il y avait des problèmes juridiques, il retomberait sur moi. Jusqu'ici, tout va bien. Là encore, à aucun moment, je ne prétends que mon personnage soit un prix de vertu, ni que ce qu'il fait est bien. Mes romans ne sont pas des traités du bien et du mal. Ce sont, je crois, des descriptions de la réalité. Selon moi, en tout cas, ce sont des descriptions de la réalité. Et on ne peut pas nier que dans la réalité, de telles pratiques existent. Oui, je prends du thé très fort le matin avant d'écrire parce que, même si je prétends qu'aucun médium n'est aussi fort que celui-là, il y a quand même quelque chose qui ne suffit pas à ce moment-là, à l'état naturel, c'est l'énergie. Pour écrire, il faut aussi une dose d'énergie phénoménale. Et cette énergie, je l'obtiens en avalant à jeun, tout rond, un demi-litre de thé beaucoup trop fort. C'est ce qui manque encore à cet état-là. Je dirais que c'est l'étincelle qui fait tout éclater. À condition de le boire, mais je vous dis, il faut être à jeun et il faut le boire très vite. C'est très mauvais, c'est pas grave, ça tord les boyaux, c'est pas grave, ça fait exploser la tête. Et à ce moment-là, voilà, il faut s'y mettre tout de suite. Enfin, c'est le fonctionnement de ma machine, je tiens à le préciser, parce que beaucoup ont essayé depuis, ça n'a réussi qu'à les rendre très malades. Donc, je pense que chacun doit trouver le procédé de sa machine. Même si écrire est le plus grand de mes plaisirs et le plus grand de mes besoins et la plus profonde de mes pulsions,
il faut quand même, même si ça ne fait pas très romantique à dire, il faut quand même se soumettre à une discipline pour atteindre ce résultat-là. Donc oui, ça c'est la mauvaise nouvelle pour ceux qui croiraient qu'écrire est un acte bohème. Non, ce n'est pas un acte bohème, c'est d'abord un acte tyrannique. Ça suppose que tous les jours, de 4h à 8h du matin, j'écrive. Ce qui peut paraître charmant, mais je vous assure que par exemple les matins de gueule de bois ou les matins de grippe A, parce qu'il n'y a pas d'exception, hein. Il y a des matins où c'est beaucoup moins charmant. D'autant, c'est une règle qui ne peut souffrir d'exception. Il m'est déjà arrivé d'écrire en rampant, mais je l'ai fait. Je suis en train d'écrire mon 67e roman et ce n'est pas fini. Je pense que je vais vivre encore un certain nombre d'années. Et ma santé étant ce qu'elle est, je crois que je vais écrire encore beaucoup de romans. Mais je tiens à rassurer tout le monde, il n'y aura pas de déferlante. L'immense majorité de cette monstrueuse production restera inconnue. D'abord, je n'ai pas du tout l'intention de la publier, ni maintenant, ni jamais. J'ai déjà pris des mesures testamentaires pour que même après ma mort, les non publiés ne le soient pas. Donc ça prouve bien, ça répond tout à fait à votre question. Le but, il me dépasse. On ne peut pas tant écrire sans avoir un but qui vous dépasse. En tout cas, c'est clair que le but n'est pas la publication, puisque c'est une écriture qui déborde très largement la publication. J'imagine que l'écriture a un but particulier. C'est quand même un comportement singulier, le comportement qui consiste à se croire obligé d'ajouter à la réalité ce commentaire écrit. On ne peut pas faire ça gratuitement. Mais c'est très mystérieux. J'ai 42 ans, j'écris depuis que j'ai 17 ans, je n'ai toujours pas compris quel était mon but. Alors bien évidemment, je pourrais vous dire que mon but était de venir à Brest, à des dialogues, vous rencontrer, mais, et c'est bien évidemment un but magnifique, mais je soupçonne que c'est encore autre chose, et que même après vous avoir rencontré à dialogue, je vais encore écrire après, donc le but m'a encore échappé. Et donc oui, je crois, à mon avis, c'est un but d'ordre mystique. Quand j'aurai fini d'écrire tout ce que j'avais à écrire, tout à coup, je me dirai « Ah, c'était donc ça que je cherchais ». Alors, comment est-ce qu'on construit un personnage ? Ça ne peut pas vous paraître singulier, vu le nombre de fois que ça m'est arrivé. En 67 romans, combien de personnages ai-je construits ? Eh bien, je n'ai jamais eu l'impression de les avoir construits. Je les ai toujours sentis surgir, vus surgir. Bon, je tombe enceinte d'un livre, c'est déjà très mystérieux. Et je vois surgir des gens. C'est plus grave que ça. Les 3/4 du temps, je les vois même pas, je les entends. Donc j'entends leur voix. Ça peut donner des romans totalement dialogués où on ne voit même pas l'incarnation. Il n'y a pas le moment où le personnage est décrit. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont comme chose à se dire ? Vous voyez, par exemple, Cosmétique de l'ennemi, ce n'est que du dialogue. Donc, il n'y a pas un moment conscient où je me dis, bon, alors il va y avoir Zoïle qui sera comme ci et comme ça. Non, il a déjà pris possession de moi, il est déjà là en train de s'exprimer. C'est ce qui me donne à penser que, à l'intérieur de moi, il doit y avoir un extraordinaire grouillement d'individus. Je ne suis pas seule, je suis nombreuse. Et tous ces gens sont là en train de pousser, de jouer des coudes pour arriver à la surface et s'exprimer enfin. Bon, Aliénor, c'est quand même pas si bizarre que ça. Il y en a de plus en plus aujourd'hui, des petites Aliénor. Et puis, bien sûr, pour moi, c'était Aliénor d'Aquitaine, la reine des troubadours. Mais ici, justement, je voulais, de façon peut-être un peu perverse, défigurer ce beau prénom. Ce prénom qui est un prénom de reine. On imagine forcément une Aliénor noble et belle. Ici, c'est une handicapée mentale qui écrit des romans. On se demande bien où j'ai pu chercher ce personnage. Qui l'incarne. Et très vite, le personnage qui la rencontre se rend compte que ce qui domine dans Aliénor, c'est Alien, parce qu'elle a l'air d'être alien. Le cas des deux autres personnages, là, est beaucoup plus singulier. Astrolabe, là, c'est un prénom qui existe vraiment. Tous les prénoms de mes romans existent vraiment. Ils ont l'air tirés par les cheveux, mais ils existent tous vraiment. Héloïse et Abélard, de leurs amours coupables, eurent un enfant, qui était un petit garçon. Ils l'ont appelé Astrolabe. J'ai toujours trouvé ça magnifique, sauf que pour moi, c'est plus un prénom de fille que de garçon, instinctivement. Donc j'ai appelé le beau personnage féminin, beau au sens esthétique, Astrolabe. Quant à Zoïle, c'est le nom d'un sophiste qui vécut au 5e siècle avant Jésus-Christ et qui est resté célèbre pour être le premier cas connu de critique littéraire débile, puisqu'il avait démoli l'Iliade et l'Odyssée, à ce motif qu'il déclarait que c'était invraisemblable. Ça fait plaisir de voir qu'il y a une certaine continuité dans la critique littéraire débile à travers les âges. Donc, seulement comme c'était une belle époque, le peuple d'Athènes a pendu, a lapidé
Zoïl. Alors je ne propose aucun exemple, hein, bien évidemment. Aujourd'hui, ça ferait beaucoup trop de monde. Si vous y réfléchissez, le cheval de bois, ça ne tient pas debout. Franchement, les Troyens devaient vraiment d'une bêtise, mais incommensurable pour dire tiens, un cheval, on va prendre ça chez nous, c'est très beau pour ne pas entendre des bruits humains à l'intérieur du cheval, pour le laisser la nuit à l'intérieur de la citadelle. Ça ne tient pas debout non plus. Les invraisemblances, ne serait-ce que dans l'Iliade et l'Odyssée, pour ne pas parler du reste de la littérature existante, il n'y a que des invraisemblances. Mais ce n'est pas ça qui compte. Le but n'est pas que ce soit vrai. Le but, on ne le connaît pas, mais c'est peut-être de créer une autre réalité. Quand on a lu l'Iliade et l'Odyssée, on y croit tout à fait. On a vécu toutes ces émotions. On a été Ulysse échoué sur une plage, qui rencontre Nausicaa en train de faire la lessive avec ses servantes. On a vécu toutes ces émotions et on ne se pose pas un instant la question de savoir si tout cela est vrai. On l'a vécu, ça nous suffit. D'autre part, j'ai quand même aussi envie d'ajouter ceci. Si on fait le récit, mais réel, de nos propres vies, vous trouvez que ça sonne vrai ? Franchement, c'est peut-être encore plus fou. Est-ce qu'on peut dire que vos romans s'inscrivent dans une ligne surréaliste pour mieux décrire la réalité, justement ? C'est extrêmement vrai. Je pense que je ne suis pas belge pour rien et qu'aucun pays n'est allé aussi loin dans le surréalisme que la Belgique. J'ai découvert tard mon pays et cependant, j'ai fini par comprendre que même peu imprégnée, je suis belge de la tête aux pieds. Et voilà, j'écris, je fais du surréalisme. C'est comme ça, c'est une pathologie belge. C'est cette pathologie qui consiste à, dans la plus extrême platitude, voir ce qu'il y a de plus fou, et dans ce qu'il y a de plus fou, voir ce qu'il y a de plus réel. Il ne s'agit pas de rendre la réalité extraordinaire, il s'agit justement de montrer que la réalité est extraordinaire. Parce que je pense qu'elle l'est réellement, et je vous assure que, là encore, restons très prudents, mais enfin, quand on est en état de champignon hallucinogène, on voit vraiment à quel point la réalité est extraordinaire, et on se dit, mais c'est comme ça en fait, c'est comme ça tout le temps, et simplement le restant du temps, on ne s'en rend pas compte, mais on a tort. On devrait s'en rendre compte tout le temps, parce que c'est comme ça en réalité. Si on n'avait pas appris à voir les choses sous le côté bêtement utilitaire, on verrait que c'est comme ça tout le temps. Donc l'écriture a cette haute mission, finalement tellement morale, vous ne devez même pas prendre des champignons hallucinogènes. Lisez mes livres et vous verrez à quel point la réalité est hallucinante. Merci beaucoup. Oui.